Donc, toutes ces grandes questions, nous les avons testées pour ce soir, enfin en tout cas des questions simples, dans notre sondage avec notre partenaire Opinionway. Et je vais vous donner des questions. Non, ils sont simplificateurs. Il y a des gens de gauche, même Opinionway. Vous allez voir les questions, elles sont très intéressantes. Enfin, les réponses sont très intéressantes. La première question, c'est la question des déficits publics. En gros, faut-il augmenter les impôts pour réduire les déficits publics ou faut-il plutôt baisser les dépenses? Alors, Renaud Dely nous disait tout à l'heure que la fiscalité est un clivage, un élément fort du clivage droite-gauche. Eh bien, ça le manifeste. Vous avez 45% des Français qui préfèrent qu'on baisse les dépenses de l'État pour réduire les déficits, y compris en sachant que les marges de manœuvre seront prises sur les prestations sociales. Plutôt qu'augmenter les impôts, simplement 17% des Français veulent augmenter les impôts. Sur le deuxième, si on peut changer la fiche, non, la précédente, voilà, on s'aperçoit que la gauche est plutôt favorable à augmenter les impôts, 35% contre 30%, alors que tout le reste du spectre politique y est très hostile et préfère les baisses des dépenses de l'État pour réduire les déficits. Et puis un tiers des Français, eux, considèrent qu'il n'y a pas de sujet et qu'on peut continuer à avoir des déficits publics comme ils sont aujourd'hui. Deuxième question. Êtes-vous favorable, ça c'est de la lutte contre les inégalités, êtes-vous favorable à une augmentation de la fiscalité des Français les plus aisés pour maintenir une plus grande égalité? Et là, vous avez une immense majorité de Français, 85%, qui y sont très favorables ou favorables. Là aussi, et c'est la deuxième petite fiche, pas de surprise, c'est à gauche qu'on y est le plus favorable, 98%, et ce soutien baisse quand on passe à droite. Troisième question, sur la compétitivité des entreprises, et là c'est un peu une surprise, en tout cas pour ce qui me concerne. Êtes-vous ou pas favorable à l'augmentation de la TVA, donc une TVA sociale, donc pour financer la sécurité sociale, un impôt qui a l'avantage d'être neutre par rapport à la compétitivité des entreprises françaises. 83% des Français sont favorables à la TVA sociale, donc c'est une immense majorité, et quand on regarde la répartition droite-gauche, sur la slide suivante, vous voyez que c'est équiparti et qu'à gauche comme à droite, alors sauf un peu plus à droite, mais on y est très favorable. Alors la façon dont on a formulé la question, qui est très positive, il joue certainement, mais malgré tout, ça veut sans doute dire que la TVA sociale, vous savez, c'est un vrai tabou politique, ça l'est sans doute moins au niveau des citoyens. Dernière question qu'on a posée, c'est sur l'écologie. Les prochaines réformes de la fiscalité doivent-elles s'attacher à répondre aux défis écologiques? La réponse est majoritairement oui, à 68%, même si c'est un oui moyen, hein, c'est oui, c'est important. Et là aussi, pas de surprise, quand on regarde la répartition politique, c'est à gauche que le soutien est le plus large, 82%, et à droite qu'il est le plus faible, 58%. Je voudrais d'abord vous dire deux mots sur ce que l'on vient d'entendre, sur le sondage Opinionway. Parce qu'on a une fois de plus une belle démonstration d'une manipulation politique par cet institut de sondage. Et il est particulièrement étonnant, en effet, de voir une si forte adhésion à la TVA sociale, parce que cette TVA n'a rien de social. Cette TVA est anti-sociale. Et la façon dont elle est posée, qu'est-ce que ça veut dire social quand on dit TVA sociale? Ça veut dire une TVA qui serait destinée à financer la sécurité sociale. Or, c'est un impôt qui est parfaitement antisocial, puisque la TVA est payée majoritairement par les familles moyennes et modestes, puisque ce sont elles qui consomment le plus. En plus, il y a aussi une contre-vérité dans la question, puisque la TVA n'est pas prélevée uniquement sur les importations, elle est prélevée sur toutes les consommations. Donc cette façon de présenter aux citoyens une solution miracle fiscale qui consisterait une fois de plus à creuser les inégalités sociales, et Thomas Piketty le montre très bien dans son livre, c'est par exemple qu'un smicard
va contribuer fiscalement jusqu'à 45% de son revenu à l'effort fiscal de la nation quand les plus riches sont en dessous de 30, voire en dessous de 20% au gré des allègements fiscaux qui sont intervenus depuis 10 ans et qui ont principalement avantagé les plus riches de notre pays. Donc allez faire croire aux gens qu'il y a une solution miracle qui consiste à augmenter la TVA en lui accolant le monde social et donc finalement à renoncer à toute réforme fiscale qui mettrait en place des mécanismes plus justes, c'est proprement un abus et une manipulation de l'opinion. Et moi je vous dis, s'il n'y a pas de TVA sociale, la TVA est l'impôt le plus injuste, et précisément il s'agit là de rééquilibrer les choses, en tout cas en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Alors moi je voudrais faire une intervention sur 3 points. D'abord rappeler peut-être qu'est-ce que l'impôt. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le débat que nous avons s'inscrit dans l'histoire de la République? L'impôt, c'est une question républicaine, c'est une question de justice, et je vais vous montrer en quelques mots pourquoi le débat d'aujourd'hui s'inscrit dans cette histoire indissociable de l'histoire de la République, que l'histoire de l'impôt constitue le fil rouge d'une histoire française de l'égalité, d'abord politique, puis intégrant l'impératif de justice sociale, et puis la construction de l'État-providence, et que les grandes réformes fiscales correspondent au grand moment de fondation de la République, la Révolution française, avec l'inscription dans la Déclaration des droits de l'homme des grands principes, dans les articles 13 et 14 du consentement à l'impôt, de la défense de la patrie de la République, avec la guerre de 14-18, et de la refondation républicaine lors de la libération. Et puis ensuite, quelles réformes faut-il faire? Donc j'expliquerai, et je vais le faire tout de suite d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans le projet du Parti Socialiste. Dans le projet du Parti Socialiste, il y a 2 grands principes, qui sont repris d'ailleurs des propositions de Thomas Piketty, même s'il y a un certain nombre de débats qui restent en suspens, comme la question de la conjugalité, du quotient conjugal, comme la question de l'individualisation de la contribution fiscale. Mais il y a 2 grands principes dans le projet du Parti Socialiste, c'est la fusion de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée, c'est-à-dire on améliore la progressivité de l'impôt en élargissant son assiette, avec la question sous-jacente de savoir est-ce que oui ou non, globalement, on augmente la pression fiscale ou pas. Moi, ma réponse est non. Il ne faut pas que les socialistes soient synonymes de hausse d'impôts. Notre objectif, et d'ailleurs c'est aussi la proposition de Thomas Piketty, puisqu'il résonne à pression fiscale constante. En revanche, le prélèvement fiscal doit être plus juste. C'est le 2e principe de la réforme que propose le Parti Socialiste, puisque pour revaloriser le travail, nous ferons en sorte que les revenus du capital ainsi que les bonus et stock options soient soumis au même taux d'impôt que les revenus du travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors je voudrais présenter ces éléments du projet socialiste de façon plus positive. Car on a toujours le sentiment qu'on aligne vers le haut la fiscalité. En fait, de quoi s'agit-il? Si, en effet, on uniformise le prélèvement fiscal sur le travail et sur le capital, on peut aussi dire que finalement, nous souhaitons alléger l'impôt sur le travail. Et ça, c'est très important. Parce que alléger l'impôt sur le travail, c'est le vrai respect de la valeur travail, d'une part, et ça permettra aussi de redonner du pouvoir d'achat, d'autre part. Et de redonner du pouvoir d'achat aux catégories moyennes et aux catégories populaires, c'est-à-dire celles qui ont été ponctionnées au cours des 10 dernières années, puisque sauf erreur de ma part, 20 milliards d'euros ont été ponctionnés sur les catégories moyennes pour alléger l'impôt sur les plus riches dans notre pays. Donc alléger l'impôt sur le travail pour le transférer sur la rente, alors que depuis 10 ans, c'est tout le contraire qui a été fait. Et donc, dégager du pouvoir d'achat. Quel est le sens de cette réforme? C'est une réforme juste, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fil rouge de la réforme fiscale, et c'est une réforme qui doit être simple. Pourquoi est-ce qu'une réforme fiscale doit être simple? Et pourquoi est-ce qu'il faut en finir avec cette jungle de l'impôt sur le revenu dans laquelle plus personne ne comprend rien? Parce que l'adhésion citoyenne à l'impôt, qui n'est déjà pas simple, personne n'aime payer les impôts, donc c'est déjà pas facile de réussir une réforme fiscale. L'adhésion à l'impôt, c'est-à-dire la reconnaissance de la citoyenneté de l'impôt,
et sera d'autant plus facile si les règles sont comprises. Les gens veulent comprendre ce qui se passe. Ils veulent savoir, connaître les sens des décisions qui sont prises en leur nom. Et donc plus la règle fiscale sera simple, plus la justice de la règle fiscale pourra être démontrée, et plus les citoyens pourront consentir à l'impôt. Et on n'aura plus ce qu'on a vu, là aussi, dans le sondage que l'on vient de voir à l'instant. Il y a une deuxième question qui est assez scandaleuse. C'est-à-dire quand on demande aux gens est-ce que vous préférez payer plus d'impôts ou est-ce que vous préférez baisser la dépense publique, on ne leur dit pas quelles conséquences sur la baisse de la dépense publique. On ne leur dit pas, mais est-ce que vous êtes prêts à payer l'école pour vos enfants? Est-ce que vous êtes prêts à payer plus cher les transports en commun? Est-ce que vous êtes prêts à la privatisation de la santé? Est-ce que vous êtes prêts à faire en sorte que l'État recule et que l'État-providence recule? Est-ce que vous êtes prêts à tout cela? Voilà, ça vous coûtera tant. Donc, est-ce que vous préférez payer tant pour les services collectifs ou est-ce que vous préférez payer moins d'impôts et chacun se débrouiller? À partir du moment où, dans un sondage, on ne dit pas clairement aux gens quelle est l'alternative, comme ils ne savent pas très bien de quoi demain sera fait et qui finalement n'ont aucune visibilité sur la dépense publique, forcément, ils vont dire qu'ils préfèrent payer moins d'impôts et se disent finalement on va se débrouiller avec ce qu'on payera moins comme impôts, ben on se débrouillera un peu mieux puis tout seul pour essayer de voir notre pouvoir d'achat ou notre niveau de vie baisser un peu moins. C'est vous dire à quel point il faut une exigence citoyenne et démocratique pour mener à bien une réforme comme celle-ci. C'est vous dire aussi à quel point les contre-vérités et la contre-réforme sera vive lorsqu'il s'agira en effet d'intégrer davantage la rente dans l'impôt sur le revenu. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la question du comment faire la réforme fiscale est absolument cruciale. Et vous connaissez mon attachement à la démocratie participative. Et si cette réforme n'est pas faite avec les Français, alors ils auront beaucoup de mal à l'accepter, même si c'est une réforme juste. Si cette réforme est faite avec les Français, puisqu'il s'agit d'une révolution fiscale, puisqu'il s'agit en effet de supprimer carrément l'impôt sur le revenu tel qu'il existe pour le fusionner, c'est-à-dire pour créer un nouvel impôt totalement progressif, avec cette garantie qu'il faudra donner à la sécurité sociale pour que ce qui aujourd'hui est financé dans la sécurité sociale sur la contribution sociale généralisée n'aille pas dans la poche d'un État impécunieux qui un jour pourrait réexpliquer aux Français finalement on a prélevé de l'impôt, l'ancienne contribution sociale généralisée, mais l'État a vidé les caisses, donc il faut réinventer une vignette, une cotisation, quelque chose pour continuer à renflouer les caisses de la sécurité sociale. Et là, si je puis me permettre de dire à Thomas Piketty qu'il y a encore quelque chose à approfondir dans ces propositions, car dans cette réforme, il va falloir donner les garanties aux Français qu'il n'y aura pas d'autres lendemain qui leur expliqueront que cette réforme est insuffisante et qu'il faut reprendre un certain nombre de prélèvements. Et c'est la raison pour laquelle j'y reviens. La question du comment faire est absolument cruciale. Alors si nous gagnons l'élection présidentielle, ce que je souhaite, le nouveau Parlement bien évidemment, ce sera une des toutes premières réformes dont il faudra le saisir. Mais auparavant, puisqu'il s'agit d'une révolution fiscale, moi je propose que nous organisions dans tout le pays, que soient organisés dans tout le pays des états généraux de la révolution fiscale, pour que les Français se saisissent de cette réforme, puissent y participer, puissent y contribuer, puissent voir quel est l'impact, non seulement sur leur propre cas, parce que on le sait bien, chacun va regarder qui perd, qui gagne. Et en même temps, derrière, il y a la dépense publique. Et je pense que la dynamique de la réforme fiscale, c'est pas seulement le prélèvement, parce que la raison d'être du prélèvement, c'est pas l'impôt pour l'impôt, c'est savoir quel est le sens de la dépense publique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent public qui est dépensé? Et comment est-ce qu'on rend aussi plus juste la dépense publique à un moment où là aussi les inégalités se sont gravement creusées devant la défense publique et devant les services publics. Donc justice du côté du prélèvement, justice du côté de la dépense publique. Et c'est pourquoi je propose, dans la façon dont nous avançons sur cette réforme, l'organisation des États généraux de la révolution fiscale. Et enfin, la seconde proposition sur la méthode,
paraît, je le répète, crucial dans la démarche que nous aurons à mettre en place. La seconde proposition que je ferai, c'est de garantir aux Français qu'une fois que cette réforme sera faite, on n'y reviendra pas, c'est-à-dire on n'ira pas rechercher encore des cotisations sociales parce que les choses auront été mal gérées. Et lorsque nous travaillons avec toute mon équipe sur ce que j'allais vous dire aujourd'hui, on s'est rappelé que Nicolas Sarkozy avait imaginé, je ne sais pas si vous en souvenez, avait imaginé inscrire dans la Constitution le bouclier fiscal. Heureusement, d'ailleurs, il a même été obligé d'y renoncer à ce bouclier fiscal. Enfin, d'y renoncer un peu rapidement, parce qu'on voit qu'il y a de Bettencourt, grâce à cette suppression, on va payer 4 fois moins d'impôts qu'avant, à cause de l'allègement de l'impôt sur les grandes fortunes. Nous sommes donc dans un sujet d'actualité. Et ça prouve bien que les forces de la réaction seront vives et donc il s'agira, et c'est un élément clé de la réussite de la réforme fiscale, d'inscrire en effet dans la Constitution, non pas le bouclier fiscal, mais les deux grands principes de cette révolution fiscale, à savoir l'égale contribution du capital et du travail. Ça doit être inscrit dans la Constitution pour qu'on ne puisse pas y revenir. Et deuxièmement, la garantie des ressources pour la sécurité sociale à partir de la réforme fiscale. Ça doit être inscrit dans la Constitution. Et d'ailleurs, nous avons l'obligation de rassurer les salariés et les partenaires sociaux qui aujourd'hui sont très dubitatifs à l'égard de la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu parce qu'ils se disent que tôt ou tard, de toute façon, l'État va piocher, va faire main basse sur les fonds de la sécurité sociale pour à nouveau alourdir les factures sur le dos des Français. Et ça, il ne fera pas l'accepter. Voilà, pour conclure et pour que nous puissions passer au débat, moi je voudrais simplement revenir à cette histoire au long cours, très brièvement, pour rappeler en effet que la Révolution française fut aussi une révolte contre l'injustice fiscale, de l'arbitraire subi à l'impôt consenti. C'est pour ça qu'aujourd'hui il faut passer de l'impôt consenti à la démocratie participative et à ses états généraux, parce que c'est la meilleure façon d'être fidèle à l'idée de l'impôt consenti pendant la Révolution française. C'est comme ça qu'est née la citoyenneté. Et dans le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je le disais tout à l'heure, articles 13 et 14, pour la première fois est affirmé le droit des citoyens à définir et à consentir librement les formes de l'impôt dévolu aux affaires communes, ainsi que l'égale répartition entre tous de cette contribution collective. Mais vous l'aurez noté, ce n'est pas parce que ces principes ont été inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que ça a empêché la droite de faire toutes les réformes fiscales très injustes que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est bien la raison pour laquelle il faudra compléter l'inscription dans la Constitution de ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment l'égale contribution du capital et du travail et la garantie des ressources à la sécurité sociale, pour que désormais plus personne, plus aucun lobby ne puisse remettre en cause ce libre consentement à l'impôt et cette histoire de la République égalitaire qui continuera avec cette révolution fiscale. Alors après, comment ne pas rappeler aussi dans cette histoire fiscale l'abolition des privilèges durant la nuit du 4 août, puis de tous les impôts hérités de l'ancien régime, la dîme, la taille, la gabelle, et du système honni des fermes générales, et qui disent bien la volonté de faire table rase du passé, du droit conquis, de, je cite, s'imposer soi-même, et la dimension prioritairement civique du geste fiscal. C'est l'acte 1 d'une égalité politique indissociable d'une première forme d'égalité fiscale. Et puis avec la révolution de 1848, la révolution fiscale revient sur le devant de la scène, mais la malencontreuse contribution dite des 45 centimes dresse les campagnes contre l'impôt, fragilise la Deuxième République et fait le lit du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Reste le lien affirmé entre le suffrage universel masculin et l'impôt citoyen
Et c'était un début. Il faudra cependant 7 ans de débats acharnés pour que le projet déposé en 1907 par Joseph Caillot portant création d'un impôt sur le revenu soit finalement adopté. Il soulève à l'époque un tollé chez les nantis qui brandissent hier comme aujourd'hui le risque d'un État inquisitorial et les menaces supposées peser sur les libertés individuelles. Il faudra en fait l'entrée de la France en guerre pour que cette réforme fondatrice, adoptée par l'Assemblée nationale puis bloquée par le Sénat, voit enfin le jour. Une révolution puis une guerre. Ainsi progresse douloureusement la justice fiscale. Alors le Front populaire apporte sa brique, avec l'accentuation de la progressivité de l'impôt sur le revenu pour les hauts revenus, le relèvement des droits de succession, l'innovation aussi avec la création d'une taxe unique sur la production, mais bon, on peut difficilement parler de révolution fiscale, la révolution a surtout été sociale. Sous le Front populaire, on ne peut pas tout faire. Et le troisième grand moment fondateur, c'est la libération, avec le Conseil national de la résistance, les ordonnances de 45 et les lois de 48. C'est l'avènement de l'État-providence, de l'État social et de la forte volonté de justice fiscale, avec une innovation bien française, le quotient familial, qui a été la décision nataliste prise à l'unanimité après la grande saignée démographique de la Seconde Guerre mondiale. Les dispositifs sont faits pour évoluer, mais j'observe que les principes qui ont inspiré ces grands moments de notre histoire fiscale et républicaine n'ont pas pris une ride. Ils restent d'excellents guides pour l'action, de même que les débats qui n'ont cessé d'émailler cette longue et tumultueuse histoire. Et je suis heureuse avec vous ce soir d'en écrire une nouvelle page.